je m'appelle Mamadou Hadi Akan, je suis le directeur général de l'Office national des musées. Bon, de formation, je suis normalien, j'avais fait l'école normale supérieure où j'ai fait l'histoire de la géographie et j'ai poursuivi mes études supérieures en Tunisie où j'ai fait l'histoire ancienne et médiévale et j'ai fini en Allemagne, à l'université de Freiburg où j'ai continué avec l'histoire médiévale, je travaillais sur l'Empire du Ghana. Et j'ai fait d'autres matières qui sont l'histoire de l'art et l'anthropologie culturelle et l'anthropologie politique. Et je suis maintenant à la tête de cet office national des musées depuis 16 ans. Donc, en gros, c'est ça. Vous pouvez revenir un peu sur le travail et votre mission ici au sein de l'office? Bon, l'office, comme tous les musées, les missions du musée, c'est de collecter les objets, garder ces objets et montrer ces objets au public, montrer par des expositions. Bon, ici, on a un musée national. Donc, le musée national a le devoir d'avoir les collections, c'est-à-dire les cultures de toutes les populations. Et la Mauritanie est composée de 4 éléments, c'est-à-dire des Arabes, des Soninké, des Wolofs et des Peuls, des Poulards. Donc, on a la culture matérielle, c'est-à-dire les objets culturels de toutes ces populations. Bon, maintenant, le musée est composé de 3 salles. Il y a une salle archéologique et une salle ethnographique. Bon, la salle archéologique, elle remonte à 1 million d'années. 1 million d'années, c'est l'arrivée de l'homme en Mauritanie. Bon, jusqu'à la période moderne. Et notre musée a la particularité d'être extrêmement bien doté par rapport aux autres musées sur l'Empire du Ghana. Parce que nous, on a gardé, il y avait eu en 2005 une exposition itinérante qu'on appelait l'exposition de la vallée du Niger, qui a fait tous les pays de la vallée du Niger. Et nous, on a maintenu cette exposition et on l'a enrichie. Bon, et il y avait eu énormément de fouilles archéologiques sur le site de Kumbisala et sur le site d'Aoudagost. Bon, Aoudagost, c'est une ville-État, c'est-à-dire c'est une ville en même temps un État qui dépendait de l'Empire du Ghana et qui était essentiellement habité par des Berbères, mais ils reconnaissaient le pouvoir du roi du Ghana. Donc cette ville aussi a été tellement fouillée. Bon, à l'époque, on faisait des fouilles à partir de l'université de Dakar. Donc c'est à Dakar qu'on enseignait l'archéologie, mais les gens venaient faire des fouilles ici en Mauritanie pour faire la pratique. Donc notre salle, vous allez le voir, constatez vous-même, notre salle archéologique est extrêmement riche. Bon, maintenant, on a la salle archéologique, elle fait 200 mètres carrés. On a la salle ethnographique qui fait 400 mètres carrés. Et là aussi, toutes les cultures sont représentées, comme je le disais. Vous parlez de l'ethnie soninké, on est réunis tous ici à l'occasion du Festival international soninké. Que représente la Mauritanie dans les origines soninké? Bon, comme je l'ai dit, ça c'est le deuxième festival. Il y avait eu le festival en 2014 qui a été fait ici. Et à l'époque, toutes les activités étaient presque organisées au niveau du musée. Bon, à l'époque, on avait formé des jeunes soninké et qui ont reçu les visiteurs dans la salle archéologique et ils leur expliquaient les objets en langue soninké. Ils n'étaient même pas du musée, mais ils ont été formés pour ça. Bon, on a centré beaucoup d'activités ici au niveau du musée. Bon, comme je le disais, la Mauritanie est tellement fière d'être le berceau des soninké. J'ai toujours insisté quand on organise un festival de montrer aux soninké qui viennent d'autres pays que c'est ici le berceau, que tout est là. Parce que l'Empire du Ghana, l'essentiel de l'Empire du Ghana était ici en Mauritanie, la capitale était ici. Mais ce qui est plus important encore, c'est cette culture avant l'Empire du Ghana. Bon, cette culture, c'est la culture néolithique. Et dans le nord du Kumbisala, il y a une partie qui va de Tichit jusqu'à Walata, où on trouve des villages néolithiques. Avec la photographie aérienne, on a trouvé 400 villages néolithiques. Bon, et il y a eu toutes les populations presque qui ont habité dans ces villages, mais la période soninké est marquée par des cultures extraordinaires.
Bon, parmi ces cultures, par exemple, que les gens ignorent, il y a un village qui a été fouillé à Agrégit. On a trouvé à Agrégit l'agriculture la plus ancienne de l'Afrique de l'Ouest. Et cette agriculture a été inventée par les Soninké. C'était pendant la période de Soninké. Bon, il y a une ville qui est la plus grande, qu'on appelle Dartel Atrous, qui fait 95 hectares. Et dans cette ville, on a trouvé 2 pyramides. Bon, ces pyramides n'ont pas été encore fouillées. Et cette période aussi des pyramides correspond à la période quand c'était occupé par l'Empire, par les Soninké. Bon, maintenant, ce sont ces populations qui sont descendues de montagne pour venir fonder sur la plaine de Laouker, l'Empire du Ghana. Vous avez parlé de fouilles, il y a des sites qui sont encore vierges, qui n'ont pas été fouillés. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, comme je l'avais dit, on n'est pas, franchement, bon, pas simplement la Mauritanie, mais nos pays n'ont pas tellement fait de fouilles. On n'a pas, bon, cela est dit au fait qu'il faut le reconnaître, on ne donne pas beaucoup de l'importance à la recherche. Donc, il y a des pays qui n'ont pas fait beaucoup de fouilles. Bon, par exemple, nous, en Mauritanie, c'est le cas. Bon, on a eu la chance quand même d'avoir fait des fouilles à Kumbisala, l'empire du capital du Ghana, et à Oudagost. Bon, parmi ces villages néolithiques ou ces villes néolithiques dont je parle, une seule ville a été fouillée. Bon, de manière en détail, vraiment très fouillée, quoi. Les autres n'ont pas été très bien fouillés. Donc, même pour la ville de Kumbisala où il y a des fouilles, c'est seulement, il faut rappeler que la capitale Kumbi était composée de plusieurs villes. Bon, par exemple, il y avait 4 villes. Il y avait Kumbi Diouf. Bon, et cette répartition, elle dépendait un peu de la répartition socio-professionnelle. Bon, par exemple, à Kumbi Diouf, c'est la ville où il y avait tous les travailleurs, tous ceux qui faisaient des travaux, tous ceux qui faisaient de recherche. Bon, il y a Kumbi Galata, il y a Dali Kumbi, où il y avait le roi, et Kumbisala. Kumbisala, sa particularité, c'est d'être une ville des musulmans. Bon, par exemple, quand les populations des autres villes se convertissaient à l'islam, ils allaient habiter dans cette ville musulmane. Donc là où il y a des fouilles, c'est uniquement à Kumbisala, dans cette ville musulmane. Et là aussi, on a fouillé que la mosquée et une tombe qu'on appelle la tombe aux colonnes, où on enterrait les rois, et une maison. Donc c'est tout ce qui a été fouillé. Bon, maintenant, à Oudagost, qui faisait aussi partie de l'Empire, il y a eu plus de fouilles. Là, on a fouillé des maisons, on a fouillé un quartier artisanal. Donc, en gros, c'est ça. On a fouillé, mais pas comme il fallait. Il faut continuer avec des fouilles dans l'avenir. Vous avez dit que Kumbi était composé de plusieurs villes. Ouais. Est-ce que les Soninké cohabitaient avec d'autres ethnies? Absolument. Il y avait toutes les ethnies. C'est comme à l'époque actuelle. Mais le pouvoir était entre les mains des Soninké. C'est-à-dire que le roi était des Soninké. Maintenant, il y a d'autres populations qui effectivement qui habitaient. Bon, quand on se réfère par exemple à la tradition orale, on dit que quand Dinga est venant de l'Égypte d'Assouan, bon, il a trouvé sur place, bon, Dinga, mais surtout Djabé Sissé, son fils, il a trouvé des populations en place. Bon, ces populations, on les décrit, on dit qu'il y avait des populations de petite taille, il y avait d'autres populations de très grande taille qu'on appelle les Kagoro, les Kakolo, et ils ont vaincu ces populations pour prendre le pouvoir, et ils ont unifié toutes ces populations. Bon, et il y a eu aussi des mariages, par exemple Dinga, aussi bien que Dinga et Djabé se sont mariés avec beaucoup d'autres populations qui n'étaient pas de population soninké. Donc en histoire, c'est ce qu'on appelle les héros civilisateurs, c'est-à-dire des gens qui viennent, qui ne sont pas de la localité et qui apportent une civilisation. Donc ça, c'est dans les mythes, mais c'est lié aussi à la réalité. Donc les soninké étaient l'ethnie ou le groupe fédérateur, c'est eux qui fédéraient toutes ces populations. Bon, et la constitution aussi était fédérale. Bon, au début, l'empire a commencé avec 4 empires, c'est-à-dire 4 États, et il est allé jusqu'à 12 États.
Donc, tous ces États étaient des États soninké, c'est-à-dire où on trouvait la majorité soninké, mais avec les autres populations. Et quels sont ces États? Vous pouvez nous en citer quelques-uns? Ces États? Bon, vous avez par exemple le Djafounou, vous avez le Guidimaha, vous avez le Kanyaga, vous avez comment dirais-je, le Kingi, voilà, le Fouta Kingi, pas Fouta Kingi, bon, le Kingi, on l'appelait le Kingi, donc il y avait tous ces États. Et après, maintenant, il y avait les Soso, l'État des Soso aussi, qui fait partie de cette confédération. Mais l'exemple le plus intéressant était Aoudagost, parce qu'Aoudagost était une ville, mais une ville-État, et qui était habitée, dont la majorité de la population était des Berbères, mais des Berbères qui reconnaissaient le pouvoir de ce roi soninké et qui faisaient membre de cette fédération. Donc là, ce qui est important, c'est de rappeler qu'on n'a jamais connu en Afrique ce qu'on appelle un État centralisé, tel que nos États aujourd'hui. Bon, ça c'est un héritage colonial. Mais quand on remonte à l'histoire africaine, depuis l'Égypte antique jusqu'à l'Empire du Ghana, jusqu'aux derniers empires. Le dernier empire, c'était l'Empire Songhai, parce qu'après le Ghana, il y a le Mali et le Songhai. On a toujours eu une organisation fédérale. On n'a jamais eu un pouvoir centralisé. L'organisation fédérale veut dire qu'il y a un grand empire, il y a un roi comme au Ghana, il y a d'autres États qui reconnaissent ce pouvoir du roi, qui payent des impôts, et tout ça fait partie de l'État. Bon, aujourd'hui, on a des exemples parmi les États modernes. On a l'Allemagne, par exemple, qui est un État fédéral. Bon, il y a l'État même, il y a d'autres États, 16 États qu'on appelle les Lenda, qui composent la fédération. Donc c'était ce qu'on connaissait en Afrique comme organisation. Moi, les questions que j'ai, en tout cas, bravo, c'est la première fois que j'entends autant de détails sur l'histoire des Soninké. Est-ce qu'on a des dates pour tout ça? Absolument. Il y a des dates. Bon, au début, on croyait que l'Empire du Ghana remontait, on le prenait avec la division historique, il y a ce qu'on appelle l'histoire, la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge. Bon, on classait l'Empire du Ghana dans le Moyen-Âge, c'est-à-dire le 8e siècle, mais on s'est rendu compte aujourd'hui avec des fouilles que l'Empire remonte à 300 avant Jésus. Donc, c'est-à-dire que ces populations sont descendues des montagnes pendant cette période. Et quand elles étaient sur les montagnes, la date remonte à 2600 avant. Bon, et maintenant, l'Empire a existé il y a eu, au XIe siècle, il y a eu les conquêtes des Almoravides à Koumbi, mais ça n'a pas mis fin à l'existence de l'Empire. Donc, l'Empire a existé jusqu'au XIIe siècle. D'accord. Donc, la fin de l'Empire, c'est vers le XIIe siècle. Bon, même dire la fin de l'Empire, il faut le mettre entre guillemets, parce que même quand il y a eu l'Empire du Mali, on a continué à donner un pouvoir, un respect particulier au roi du Ghana. Donc ça, c'est vraiment une particularité. Donc on peut dire que l'Empire a existé du IIIe siècle avant jusqu'au XIIe siècle. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un gardien des temples, je vais appeler ça comme ça entre parenthèses, est-ce qu'à part vous, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des jeunes Soninké qui avaient été formés, mais est-ce que là, en ce moment, il y a quelqu'un de compétent, à part vous, qui s'y connaît comme vous et qui peut aussi prendre le relais Bon, pour c'est-à-dire ça concerne les guides au niveau du musée. Effectivement, on a un autre qui est très bien fermé comme guide au niveau du musée, mais on continue à former des gens. Bon, parce que tout est documenté, tout est écrit, vous allez le voir, quoi. Bon, maintenant, ce qui est un peu regrettable pour la Mauritanie, c'est au niveau des chercheurs. Bon, par exemple, quand vous prenez le cas du Mali, il y avait Bokar Sega Diallo de Caille, paix sur son âme, il est décédé, qui avait fait sa thèse sur l'origine du Ghana. Bon, c'est sûr qu'il y a eu d'autres jeunes au Mali qui continuent sur les recherches. Bon, nous, on avait ici en Mauritanie Mohamed Bachili,
qui avait travaillé sur ce village néolithique dont je parle. Mais Bachili, on l'a perdu un peu de vue. Jusqu'à il est en France, je ne pense pas qu'il a continué ses recherches. Bon, c'est un peu regrettable. Je ne connais pas, peut-être il y a d'autres chercheurs sur le thème. Est-ce que vous pouvez quand même enseigner à l'université pour pouvoir perpétuer cette... Bon, moi j'enseigne, je suis chargé de cours à l'université, mais sur l'art. Je donne des cours sur l'art. Bon, maintenant au niveau de l'université, il y a eu un moment où on avait arrêté d'enseigner l'archéologie, mais ça reprend maintenant. Bon, il y a un cas qui se pose à Mauritanie, c'est qu'on a arabisé l'enseignement de l'histoire. Ouais, bon, par exemple, bon, moi je connais l'arabe, mais je ne me permettrai pas d'enseigner par exemple en arabe, quoi. Bon, et je crois qu'ils n'avaient pas, à un moment donné, ils avaient arrêté les cours en archéologie, ils ont repris maintenant. Je crois qu'ils ont maintenant des gens qui sont... Mais au niveau du musée, je vois quand même que c'est un musée assez grand. Je n'ai pas encore visité. Grand. Mais de l'extérieur, pourquoi ne pas avoir un institut ici à l'intérieur pour pouvoir... Bon, ici il n'y a pas que le musée dans le bâtiment. Il y a le musée, il y a l'Institut mauritanien de la recherche scientifique qui est responsable des fouilles. Ouais, bon, il y a aussi la Bibliothèque nationale de l'autre côté. Donc, comme dit, il y a l'Institut qui s'occupe du fouilles. Et nous, on s'occupe plus de la recherche et l'exposition de ce qui a été fouillé. Quand on va dans la salle, vous allez voir ce qui est là, quoi. Ouais. Donc, moi, je crois qu'en ce qui concerne les fouilles, ça ne doit pas concerner que la Mauritanie, ça doit concerner tout le monde. Bon, par exemple, en 2006, les Français sont venus, ils voulaient reprendre les fouilles à Koumbi, mais malheureusement, il y a eu un incident, il y a eu l'assassinat de Français, donc c'est la période où vraiment la région était très agitée, donc finalement, ils n'ont pas été. Et c'était un professeur de la Sorbonne qui voulait continuer ses fouilles. Moi, je crois que pour faire ces recherches et ces fouilles, il faut qu'il y ait une collaboration, que j'en collabore, les universités, autres cas pour continuer les fouilles. Oui, mais pourquoi on compte toujours sur les Français pour pouvoir fouiller? Au niveau de l'Afrique, il n'y a pas un institut solide au niveau de l'Afrique. Nous, il faut quand même qu'on compte sur nous, les Africains, pour pouvoir valoriser la culture africaine, pour pouvoir... Très bonne question. Une très bonne question. Plutôt que de dire tout le temps, très bonne c'est les Français qui devaient le faire, ils ont été assassinés, du coup on a arrêté. Non, c'est une très bonne question. Nous, pays africains, on ne peut pas mettre des fonds pour notre patrimoine africain. Non, c'est une très bonne question, effectivement. Bon, je crois que dans certains pays, ça se fait, dans d'autres, ça dépend selon le pays, quoi. Bon, par exemple, quand... Non, pas histoire de pays, je parle de l'Afrique, en fait. L'Afrique, oui, vous avez parfaitement raison. Ça, c'est une idée et je crois que c'est ce qui pourra faire avancer les choses. Bon, pour le moment, ça n'existe pas. Et donc, il n'y a pas de lien entre les pays africains dont vous dites que vous avez cité, enfin, vous n'avez pas encore cité, vous parlez de certains pays africains qui ont mis le fond, de collaborer avec ces pays africains, essayer de mettre... Oui, non, je crois qu'il n'y a pas ce genre d'institution, malheureusement. Bon, au niveau de l'Afrique centrale, il y a un centre sur la recherche sur la civilisation bantoue. Bon, je ne sais pas comment ça fonctionne, est-ce que ça continue toujours à partir, mais ces centres existaient. Bon, ici, il y avait l'IFAN, l'Institut de l'Afrique de l'Ouest à Dakar, et d'ailleurs c'est l'IFAN qui venait faire les fouilles ici à Nouakchott. Mais je crois que, comme vous l'avez dit, ça manque un peu cette collaboration. Je crois que c'est ce que je disais, on ne doit pas laisser ces recherches à un seul État, un seul pays, ça doit être quelque chose de commun que les gens... Mais tout est question de volonté. Je crois que quand on donne la volonté, il y a la volonté, il y a la prise de conscience aussi. Il faut vraiment prendre conscience. Il est temps qu'on prenne conscience d'abord, et je l'ai dit, notre développement commence par la culture. Bon, et malheureusement, on continue encore à séparer le développement économique et la culture. La culture, elle doit être la base de la culture. Pour un simple fait, le fait de nous redonner, nous autres Africains, ex-colonisés, la confiance en nous-mêmes. Parce que qu'on le veuille ou pas, inconsciemment,
on se sous-estime. Franchement, on se sous-estime. Bon, à tous les niveaux. Vous voyez notre manière de s'habiller, vous voyez ce qu'on mange. C'est-à-dire, on est là juste à consommer ce que les autres produisent. Et là, cette maladie, il n'y a que la culture qui peut la soigner. Bon, et moi, c'est qu'on montre dans le musée. Par exemple, comme je le disais, l'arrivée de l'homme en Mauritanie remonte à 1 million d'années. Bon, pendant cette période, l'homme a créé des outils. Ces outils, il y a ce qu'on appelle les galets aménagés, ces pierres qu'il utilise. Bon. Et ça, c'est pour avoir de l'énergie, augmenter sa force. Et ça, c'est la création de la science et de la technologie. Donc, il ne faut pas... Et après ça, après cette création, il n'y a eu qu'une évolution. Donc, de la création de ces galets aménagés en Mauritanie ou au Mali ou ailleurs, jusqu'à l'invention des fusées qui vont sur la ligne, c'est juste une continuité. Donc, l'homme africain ne doit pas avoir honte de n'avoir pas participé à la création de la science et de la technologie. Et ça, on doit le savoir. Les galets, les mégalithes, il y a des mégalithes. Les mégalithes, exactement. Il y a énormément de mégalithes ici. ici, comme au Sénégal, dans ce catalogue de mégalithes. Au Sénégal, il y en a beaucoup plus, je pense. Exactement. Donc, moi, je crois que c'est ce qu'on doit savoir. Bon, et savoir, d'autre part, personne ne viendra le faire à notre place. C'est à nous-mêmes de le faire. Bon, il y avait eu cette révolution au début, dans les années 50-58, avec nos premiers historiens, que ce soit Cheikh Anta Diop, que ce soit Joseph Kizerbo. Bon, ces gens, à l'époque, quand ils étaient à l'université, on disait même que l'Afrique n'avait pas d'histoire. Donc, ils sont imposés pour montrer que l'Afrique avait une histoire. Donc, je crois qu'on a besoin de ça. Bon, et c'est l'occasion. Aujourd'hui, je crois qu'on étudie l'empire du Ghana. C'est le premier empire africain qui a existé, qui est l'empire du Ghana. Et on l'étudie surtout pour les jeunes, que les jeunes se rendent compte de ce qui a été fait. Bon, et qu'on se réfère à cela. Qu'on ait, par exemple, notre place dans le concert des nations d'aujourd'hui. Bon, et cela, on ne peut l'avoir qu'en regardant l'histoire universelle à partir de notre perspective. Je crois que c'est ce que les gens doivent savoir aujourd'hui. Moi, je vais dire un truc quand même que j'aurais dû dire hier, j'aurais dû visiter ça. Hier, quand j'ai eu la parole, de dire que Fizo, pour moi, c'est vous. C'est vrai. C'est Fizo, le Fizo, pour moi, c'est vous. Déjà, votre témoignage que j'ai écouté de l'autre côté pendant les conférences, et venir aujourd'hui entendre ce que j'ai entendu, je trouve que le Fizo devait se passer ici. Bon. Surtout donner une place à ce musée, venir faire des visites, ne pas se contenter de votre intervention de quelques minutes. Et tout ce que vous avez dit, je pense qu'il y a beaucoup de gens, c'est rentré là, c'est sorti de l'autre côté. Et c'est ça que je trouve dommage. Parce que tout ce qui est folklorique, on aime bien attacher de l'importance à tout ce qui est folklorique. Et la base et l'essence de tout ça, on passe à côté. Fizo, oui, c'est très bien. Et je crois que chacun doit... Et la référence à ces empires, avec toutes ces histoires, c'est de nous donner la force. Parce qu'elle nous manque cette force. Bon, vous avez tout résumé, quoi. Bon, maintenant, pour revenir à votre question, le Metropolitan Museum avait organisé en 2000, je crois que c'était en 2018, non, en 2020, une exposition qui s'appelle Art dans les grands empires sahéliens. Bon, et dans cette exposition, ils ont choisi des objets avec des privés, par exemple en France et partout, et des musées, le Quai Branly et autres. Et là, ils ont recensé, ils ont exposé plus de, je ne sais pas le nombre exact, 3000 et plus d'objets. Bon, nous, on a été contactés, c'est-à-dire le musée de Nouakchott, ils nous ont demandé 3 objets. Bon, c'est eux-mêmes qui ont choisi. Bon, ils ont demandé, par exemple, un vase. Bon, ce vase-là, qui vient de Kumbisala, donc c'est des fouilles de Kumbisala. Et ils ont demandé autre chose, cette statuette de femme, qui vient aussi de Kumbisala. Bon, ça c'est le canon de la beauté à Kumbi, je veux dire dans l'Empire du Ghana.
C'est cette forme que devrait avoir une femme. Bon, malheureusement, on a cassé, l'esthétique n'est pas intacte, elle a été cassée. Et ensuite, ils ont demandé également, c'est ce qu'on appelle le dinaro, c'est une sorte de moule qu'on utilisait. Ça vient de Kumbisala pour faire la monnaie, parce que les gens faisaient la monnaie avec de l'or. Et ces 3 objets, petits objets, ont été assurés à $1 million. Et ils ont envoyé les billets, on les a amenés. Bon, ce qui est intéressant pour la culture soninké, c'est que c'est pour la première fois, on voit dans une exposition plus de 9 ou 10 objets soninké. Et comme je le disais, ça par exemple c'est soninké. Et ça date du 9e siècle. Et là, on disait toujours que c'est Telem. Les Telem, c'est les ancêtres de Dogon. Alors que ça, c'est soninké. Bon, ça, c'est la relation entre les 3 mondes, c'est-à-dire le monde céleste, le ciel, la terre et le sous-terre, c'est-à-dire l'au-delà, quoi. Et symbolisé par une personne. Bon, autre chose qu'on a très intéressant, c'est les guerriers. Bon, parce que l'empire du Ghana a été quand même un empire des guerriers, et ce qui a fait la force de l'empire du Ghana, c'est d'avoir maîtrisé très tôt la métallurgie. Au moment où les autres populations ne connaissaient que la pierre et le cuivre, au Ghana, on connaissait déjà la métallurgie et le cheval. Bon, ça, par exemple, c'est un guerrier. Bon, ce qu'on a symbolisé ici, c'est des guerriers. Par exemple, là, c'est un guerrier. Vous voyez, là, il a ses armes de ce côté. Bon, et donc là, moi je suis parti d'une théorie et elle se concrétise. Bon, comme l'Empire du Ghana est rentré très tôt à l'islam, et l'islam interdit ces formes des objets, on a délaissé. Bon, et les ethnologues, au lieu d'identifier ce qui était soninké, ils ont pris beaucoup d'objets comme des objets Dogon ou Sénéfou. Alors que ce n'est pas vrai. Bon, là, vraiment, on arrive à identifier ces objets qui sont là. Certains sont là avant même l'islam. Bon. Ça, c'est le cavalier. C'est un cavalier, c'est son cheval. Bon, et là, comme je parlais des différentes villes de Koumbi, par exemple, à Koumbi Diouf,